Cette vidéo est pour accompagner la section La formation à distance de l'accompagnement. Donc, je vais vous présenter l'accompagnement décrit par Martine Saint-Germain. C'est un accompagnement qui est prévu pour un conseiller pédagogique qui accompagne des enseignants, mais je pense que vous allez retrouver quelques brefs impressions que vous avez eues lorsqu'on vous a présenté le projet. Donc, la première marche ou la première étape, c'est le choc, le dérangement professionnel chez l'enseignant. Donc, on peut voir ici que souvent, ça va être créé ou révélé par certains accompagnements ou certaines réactions. Donc, il y en a qui vont se sentir soulagés de voir qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. D'autres vont avoir des questionnements récurrents. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on fasse ça? On s'en va là, on s'en va-tu vraiment là? C'est vraiment ça la solution? Il y en a d'autres qui vont avoir un peu de colère. Ah, c'est plate que j'ai autant investi dans l'enseignement régulier. Maintenant, je suis obligée de changer vers la formation à distance. Il peut y avoir des rages, des larmes, des questionnements, de la résistance. C'est normal, c'est la première marche. Donc, on doit passer à travers cette étape-là pour passer à la seconde étape. Donc, comment est-ce qu'on peut soulager ou passer par-dessus cette étape-là de façon adéquate? Ce qu'on vous conseille, c'est différentes stratégies. Donc, il peut y avoir des groupes de discussion comme il y a eu justement à la formation, des rencontres individuelles, des démonstrations de scénarios, des témoignages d'enseignants qui ont déjà fait ce choix-là. Donc, les ressources disponibles qui ont été mises en place pour vous, c'est la formation, donc la journée et demie de formation que vous avez eue. Puis, on vous a fait aussi des démonstrations d'outils lors de la conférence, la première conférence qui était avec Adobe Connect. Donc, on a fait un essai de visioconférence. Et le fait que les outils soient tous sur Moodle, on vous montre aussi une plateforme qui permet de travailler à distance. La deuxième marche, c'est la prise de conscience ou la transformation du regard pédagogique. Donc, comme enseignant, je perds mes repères. Comment je peux aller trouver des nouveaux repères? Donc, on va passer tout de suite aux nouveaux moyens. Ça peut être des récits ou des articles de témoignages qu'on va lire. Ça peut être la présentation des partenaires TIC. Dans ce cas-ci, c'est la présentation d'un accompagnement d'une conseillère pédagogique TIC à distance. Ça peut être aussi des recherches qu'on peut faire dans les banques de données. Donc, allez voir ce que vos prédécesseurs ou ce que vos collègues ont fait dans d'autres collèges à ce sujet-là. Il y a le Cégep de la formation à distance aussi qui offre des contenus complets de leurs cours qui ont été faits et financés par le ministère de l'Éducation. Donc, ces contenus-là sont montés sur Moodle. Donc, ça peut être intéressant d'aller chercher cette avenue-là. Par le fait même, il y a beaucoup de récits prof web qui parlent de la formation en distance. Il y a aussi l'organisme REFAD, R-E-F-A-D, qui a fait plusieurs recherches et analyses. Ils ont émis plusieurs rapports aussi concernant la formation en distance. Donc, c'est la deuxième marche, c'est la prise de conscience. On perd nos repères, on s'en craint des nouveaux repères. Ensuite, la troisième marche, c'est la phase de planification d'une idée qui émerge. Donc, c'est quand on s'approprie le projet puis on dit, bon, ben moi, là, par où je commence? Qu'est-ce que je fais? Comment je veux fonctionner? Et là, il y a plusieurs outils qui peuvent servir à ça. Par exemple, un plan de cours qui a été fait par un autre enseignant qui a fait de la formation à distance. On peut partir de notre plan de cadre de compétences. Dans le fond, le plan de cadre, c'est notre point de départ. Donc, je prends mes contenus, puis comment je les adapte en formation à distance. Des exemples de scénarios, si ça existe. Les choix de l'outil. Donc, dans ce cas-ci, les choix de l'outil ont été faits avec Adobe Connect et Moodle, mais il y en a d'autres outils aussi sur le web qui peuvent être utilisés. Peut-être que si vous êtes un enseignant en technique, vous allez avoir besoin de logiciels, ou si vous êtes un enseignant, par exemple, en sciences humaines, peut-être qu'il y a des sites web que vous voulez utiliser. Donc, c'est comme la planification, c'est qu'on essaie de prendre notre cours, on part du plan de cours et du plan cadre, on divise ça en compétences, puis on essaie d'ajouter à ces compétences-là, on les explose, ces compétences-là, puis on essaie d'ajouter à ces compétences-là des ressources qui vont s'ajouter tout au long du cours. La quatrième marche, c'est la réalisation d'un défi pédagogique. Donc, c'est vraiment la phase qu'on va faire à partir de janvier. Donc, en janvier, on va vous demander de monter votre cours. Vous avez déjà votre classe virtuelle. Ceux qui sont déjà rendus à cette étape-là, vous pouvez tout de suite commencer à le monter. Mais on avait prévu que la quatrième phase de réalisation, que ce soit un projet réel ou fictif, ça commencerait en janvier par la présentation d'outils puis de techniques, vraiment au niveau technologique. Donc, on vous demande d'être créatif. Ça se peut que ce soit stressant un peu parce que monter quelque chose par une nouvelle technique,
d'une nouvelle méthode, ça demande un peu plus de temps que lorsqu'on le fait depuis des années. Mais vous allez voir que les prochaines fois, ça va être plus facile. À ça, ça s'accompagne un support technopédagogique. Donc, c'est sûr que moi, je vais être là en arrière de vous pour l'assurer. Marie aussi va être là. Puis, si vous voulez avoir de l'observation en classe par l'accompagnateur, ben l'observation, ça peut être de différentes façons. Vu que c'est à distance, moi, je peux aller voir votre cours que vous avez monté et vous suggérer des pistes d'amélioration, des pistes qui permettraient que votre activité soit mieux apprise ou mieux suivie ou qu'il y ait un meilleur encadrement. Donc, on va essayer de travailler ça ensemble, donc avec le support pédagogique, tout en faisant de l'observation de ce que vous avez fait. Fait qu'une fois que la réalisation du projet va être fait, donc ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, dépendant de quels sont vos deadlines, quels sont votre temps que vous avez alloué à ça. C'est intéressant toujours d'avoir une évaluation de l'expérimentation. Malheureusement, je serai probablement pas là pour faire l'évaluation de l'expérimentation. Je vous suggère d'aller voir votre CP pour qu'il y ait un suivi à ce sujet. Donc, comment est-ce qu'on fait une évaluation? C'est sûr qu'on peut aller dans différents outils, comme par exemple des grilles d'entrevue. On prend des petits groupes d'étudiants, on se prépare des questions précises et on les fait parler. Mais ça demande du temps. Et il faut que les étudiants soient disponibles puis qu'ils le veuillent. C'est pas facile, c'est pas évident. Questionnaire de perception des enseignants, ben il faut être plusieurs enseignants à avoir utilisé le matériel. Donc ça aussi, c'est pas évident. Ce qui est le plus simple, à mon avis, c'est un questionnaire de perception des étudiants que vous faites en ligne, que vous ajoutez dans votre cours Moodle, que ce soit un Google formulaire ou un questionnaire avec l'outil questionnaire de Moodle, que vous ajoutez à la fin d'une activité. Puis vous leur posez des questions simples, rapides à répondre, donc 4-5 questions, quitte à le poser après chaque nouvelle activité afin de vous améliorer. Et c'est normal que vous allez avoir souvent des choses à changer, des ordres à inverser, des consignes à rédiger de façon plus claire. Peut-être qu'il va y avoir des éléments à ajouter, des sites de référence. Peut-être que vos sites de référence qui ont été choisis il y a 3 mois ne sont plus disponibles, donc il faut en trouver d'autres. Soyez ouverts à ce changement-là. On peut toujours aussi regarder les indicateurs de persévérance du cours pour faire une brève évaluation. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait rapidement, qu'on n'a pas besoin de rédiger de questionnaire. Les grilles d'auto-évaluation, motivation de l'enseignant, donc qui sont fournies par VIO, ça peut être intéressant aussi. La même chose du côté étudiant, mais ça, à ce moment-là, ça demande une prise de résultats en classe. Puis vu que c'est à distance, bien, ça va être des questionnaires à transformer en ligne. Une fois que votre évaluation sera faite, on va passer à la 6e marche qui est l'identité professionnelle. Donc, suite à cette évaluation-là, vous allez améliorer votre cours et là, vous allez sentir que vous allez avoir un nouveau rôle, une nouvelle identité professionnelle et c'est normal parce que vous abordez un nouveau concept qui est la formation en distance. Il se peut que vous ayez à faire des deuils sur des choses que vous faisiez avant. Ah, j'aimais ça en classe, faire telle chose avec les étudiants, j'avais l'impression que j'étais plus en relation. Ça se peut qu'il y ait des deuils à faire, mais par contre, vous allez avoir des nouvelles approches, des nouvelles découvertes. Ah ben, il y a une tempête de neige, j'ai pas besoin de déneiger l'auto avant ce soir puisque je donne mon cours à distance. Fait que vous allez voir des nouvelles réalisations. C'est intéressant, ici on parle de focus groupe enseignant, c'est toujours intéressant s'il y a plusieurs enseignants de votre collège, si vous rencontrez à l'occasion qui font de la formation à distance, même s'ils ne sont pas dans la même discipline, de se parler entre nous, de dire hey, comment tu vis ça, toi, puis telle chose, as-tu trouvé un truc? Puis Chantal, qu'est-ce qu'elle t'a dit par rapport à telle problématique? Ah, moi, je l'ai essayé autrement, puis ça a bien fonctionné, etc. Donc, avoir un petit groupe de comment je dirais ça, donc d'irréductibles qui travaillent ensemble ou qui échangent sur ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est la 6e marche, votre identité professionnelle. Ensuite, on peut revenir, si on fait un nouveau cours, c'est sûr qu'on va peut-être revenir à la première marche pour certains aspects et on va tomber plus rapidement à la 3e marche parce qu'on l'a vécu une fois. Puis peut-être que l'évaluation, on n'aura pas à le faire à toutes les fois, donc on va peut-être sauter directement à l'identité et ainsi de suite. Mais c'est un processus qui semble assez normal. Et la 7e marche, qui est la fin, ben là, vous devenez un modèle pour vos pairs. Vous êtes bien approprié le paradigme. Vous
vous avez de la facilité à travailler en formation à distance, vous avez le goût d'échanger, vous avez développé des trucs, vous avez le goût d'en parler, mais là, à ce moment-là, c'est le temps de diffuser vos résultats. Donc, ça peut être soit par la rédaction d'un rapport qu'on présente en département ou à la direction. On pourrait aussi rédiger un article ou une publication de j'ai survécu à la formation à distance, voici mes trucs et mes conseils. Vous pourriez aussi donner des ateliers lors des journées pédagogiques, lors des colloques, etc. Donc, quand on est rendu à la 7e marche, on est rendu assez confident. Ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas à la première marche pour certains aspects. Peut-être que suite à un certain nombre de difficultés, on va dire, oh, peut-être que je devrais changer telle chose, mais c'est normal. On remet le travail sur la roue. Donc, je tenais à vous présenter les 7 étapes ou les 7 marches psychologiques dues au changement. Et c'est normal de se sentir en inconfort un peu. Des fois même, vous allez te dire, ah, je me sens comme un imposteur parce que je j'ai jamais donné de formation à distance, tout ça. Mais dites-vous que tous les innovateurs ont commencé au moins une fois à quelque chose de nouveau en partant et après ça, sont devenus des spécialistes, mais ils ont dû se jeter à l'eau une couple de fois, puis faire des essais-erreurs et se critiquer eux-mêmes jusqu'à temps qu'ils arrivent à quelque chose que maintenant on appelle l'innovation. Donc, je vous invite à le lire. J'ai pas passé tous les stratégies parce que dans le fond, c'était un modèle sur un changement de paradigme, mais c'est un modèle qui accompagne le changement. Et vous êtes en train de vivre un changement entre l'enseignement régulier et la formation à distance. Voilà.